Nous accueillons maintenant Marc Bourquin, Claude Filkenstein et Grégory Leduc pour parler des perspectives et des investissements nécessaires dans ce secteur pour maintenir un accompagnement digne dans les années à venir. Et nous parlerons notamment de formation, à nouveau de questions d'attractivité du secteur avec des propositions et de l'innovation que les professionnels et les personnes accompagnées sont capables de déployer au jour le jour, qui prouve que le secteur a des solutions à proposer au-delà des champs d'accompagnement dont on parle. Monsieur Bourquin, vous êtes conseiller stratégique FHF. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de vos fonctions et responsabilités? Absolument. Bonjour à tous. Je suis directeur d'hôpital de métier. J'ai exercé d'abord dans plusieurs établissements, ensuite au ministère et à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Et aujourd'hui, je suis conseiller stratégie auprès de la déléguée générale de la FHF sur essentiellement les sujets autonomie, donc médico-sociaux, mais aussi les sujets liés au territoire, au parcours de santé et aux hôpitaux de proximité. Merci beaucoup. Madame Filkenstein, bonjour. Vous êtes présidente de la FNAPSI. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu et nous dire un mot de votre parcours? Oui, alors la FNAPSI, c'est la Fédération nationale des associations d'usagers en psychiatrie. Donc je représente les personnes directement concernées en psychiatrie. La fédération a 60 associations membres sur toute la France, que des associations composées d'usagers en psychiatrie. Ça veut dire que nous avons tous eu un épisode et nous portons tous une maladie qui fait qu'il faut que nous fassions très attention à un handicap, une maladie qui amène obligatoirement plus ou moins un handicap. Merci. Grégory Leduc, bonjour. Vous représentez Force ouvrière. Est-ce que vous pouvez également vous présenter? Bonjour à tous. Alors, je suis Grégory Leduc, je suis secrétaire fédéral santé pour la Fédération des services publics et des services de santé. Je représente surtout le champ fonction publique hospitalière. Et nous avons une union nationale de la santé privée qui correspond plus au milieu associatif, lucratif des EHPAD. Merci. Monsieur Bourquin, quels sont les principaux enjeux actuels et pour les années à venir pour le secteur, à la fois en termes d'attractivité et de formation? Oui, alors effectivement, le sujet de l'attractivité, c'est, je crois, quelque chose qui fait consensus et la pierre angulaire d'une vraie relance, au fond, de l'activité et du développement de la réponse aux besoins, notamment dans le champ du handicap et de l'enfance, puisque c'est aujourd'hui de cela que nous parlons. Donc je pense que pour travailler sur cette attractivité, le premier sujet, c'est qu'il faut mettre en avant le point fort, qui est la question du sens et la question de l'utilité sociale. Parce que, je parlerai après un petit peu des sujets de moyens, mais je crois qu'on est là sur des professions qui ont un sens social très profond en termes de cohésion, de citoyenneté, d'accès à la citoyenneté pour tous. Et c'est sur ces valeurs-là, qui sont partagées par beaucoup de nos concitoyens, notamment dans la jeune génération, parce que c'est d'abord à celle-là qu'il faut s'adresser, et c'est cela qu'il faut valoriser. Alors comment valoriser? Eh bien, en faisant en sorte de mettre en avant le savoir-être et le savoir-faire. Et je pense qu'il faut mettre les deux en avant, pas seulement le savoir-faire, mais aussi le savoir-être. Ça passe par le développement de formation, ça passe par le développement de groupes de parole au sein des établissements et des services. Il y a des outils dans le Ségur, mais qui tardent à se développer, des outils comme l'engagement collectif, avec l'idée que des projets sont d'ailleurs y compris valorisés en termes de rémunération. Tout cela doit être développé de manière systématique. Deuxième aspect, il faut en profondeur revoir ce qu'on appelle les maquettes de formation. Ça signifie qu'il faut, dans toutes les formations initiales et continues, développer ce qu'on appelle parfois le pouvoir d'agir. Celui des accompagnants et celui des accompagnés. Et il faut faire l'effort de lire le dernier rapport de Denis Piveteau,
qui trace des voies d'avenir extrêmement novatrices pour la formation et la compétence dans le champ de l'autonomie et de l'accompagnement du handicap. Un mot quand même sur ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Là, il faut des investissements, y compris des investissements dans les technologies numériques, mais aussi des investissements en équipement, des investissements immobiliers. Et puis bien sûr, mais ça a déjà été évoqué dans la table ronde précédente, il y a la question des rémunérations. Là-dessus, il faut avoir un discours clair. Je ne crois pas qu'il est pertinent de ne pas reconnaître les acquis du Ségur. Les rémunérations de beaucoup de professionnels ont évolué d'environ 300 € par mois entre 2019 et aujourd'hui. Ça n'est pas négligeable, il faut savoir le reconnaître. À défaut de quoi, on apparaîtrait comme n'étant pas capable de reconnaître les efforts qui ont pu être réalisés. Mais justement parce que ces efforts ont été faits, c'est ce qui rend encore plus insupportable la situation de ce qu'on appelle les exclus du Ségur. Comment expliquer à ces quelques milliers de professionnels de la fonction publique dans le champ du handicap qui sont dans la filière administrative et ouvrière et à qui on dit que faisant le même travail dans les mêmes conditions que leurs collègues de l'hôpital ou de l'EHPAD, ils n'ont pas la même rémunération. Il faut régler cette question parce qu'elle brouille tous les efforts qui ont été faits pour justement favoriser l'attractivité. Et puis un dernier point, si vous me permettez, je pense qu'il faut aussi que les pouvoirs publics engagent une très grande campagne de communication. Il faut faire connaître la valeur du travail dans le secteur sanitaire et médico-social. Et pour ça, il faut mettre des moyens plus importants. Ils seront bien utilisés. Merci pour ces pistes très détaillées. La FNAPSI a des propositions face à ces problématiques d'attractivité. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, on a pas seulement des propositions. Bon, on a d'abord un état des lieux parce qu'il faut comprendre, il y a un truc simple. Si la personne qui vous soigne ou qui est là pour prendre soin de vous, elle est heureuse dans son travail, qu'elle est bien, qu'elle est reconnue, nous, on sera bien soignés. C'est évident. Donc pour nous, on ne peut pas dire occupez-vous des usagers, des patients, etc., sans voir qu'est-ce qui se passe pour les soignants. Parce que c'est nous qui payons au bout de la chaîne, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, l'attractivité, c'est bien entendu la reconnaissance. La reconnaissance, ça passe par le salaire, mais ça passe surtout par les valeurs, autant que le salaire. On estime que c'est 50% chacun. Quand nous, on a plusieurs personnes qui sont représentantes des usagers dans les hôpitaux, pas dans les EHPAD, mais dans certaines masses, etc. Ils se plaignent des conditions de travail. Et on les voit, puisqu'on est là. On voit comment c'est, les conditions d'hospitalisation ou quand on est dans un CHRS, les conditions d'habitat sont difficiles pour nous, donc pour eux. C'est la même chose. Alors il faut la formation, il ne faut pas seulement la formation initiale, il faut alors moi je vais dire plus que formation, il faut un accompagnement des personnels tout le long de leur parcours de travail. Parce que c'est un travail difficile. On touche des gens qui souffrent, on touche des gens qui peuvent être difficiles. Enfin, il y a des choses qui sont... Et ça, il faut qu'ils puissent parler, il faut qu'ils aient des groupes de parole, ce que vous avez dit. Il faut qu'ils aient des formations, il faut qu'ils aient des accompagnements, et des accompagnements tout au long de leur vie, parce que ça va très vite. Notre société évolue très vite. Regardez, moi, il y a 20 ans, on ne savait pas ce que c'était, le téléphone portable, WhatsApp ou les autres choses comme ça. Maintenant, eux, les jeunes, ils ont l'habitude de ça, ils veulent ça. Il faut pouvoir faire tout qui puisse évoluer. Et ça nous manque. Ce n'est pas vu. On éteint le feu, parce que ça va mal, mais on ne voit pas l'avenir. Et ça, pour que ça soit attractif, il faut voir l'avenir, il faut faire des propositions. Merci. Grégory Leduc, Force ouvrière, mène des actions et a également des propositions pour voir l'avenir, comme nous y invite Madame Finkelstein. Effectivement, nous avons ce que nous on appelle des revendications, parce que c'est notre maître mot, c'est d'avoir des revendications, mais ça fait 15-20 ans que nous revendiquons des moyens pour l'hôpital public et aussi pour tout l'ensemble des secteurs privés lucratifs ou non lucratifs, parce qu'il n'y a pas que la fonction publique. C'est qu'aujourd'hui, il y a eu le Ségur, il y a eu des revalorisations. Effectivement,
c'est les 183 qui sont devenus 189 €, puisqu'il y a eu les 3,5 du point d'indice qui a augmenté. Mais si on ne donne pas des perspectives aux professionnels, aujourd'hui, nous n'arriverons pas à faire de l'attractivité et de la fidélité. Alors je dis bien attractivité et fidélité, parce que ce n'est pas le tout de dire qu'on fait des primes pour attirer les gens à venir travailler à l'hôpital, alors qu'on a tous les anciens, que ça fait 20 ans qu'ils travaillent là, dans la dureté, dans la difficulté, et de leur dire on va donner plus à ceux qui arrivent, et puis vous qui êtes là depuis 20 ans, vous restez avec votre salaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut donner des perspectives. Les perspectives, c'est déjà ce qu'on a dit au ministre de la Santé, c'est que nous, on veut un plan massif d'emploi, et on dit c'est 200 000 recrutements, c'est-à-dire 100 000 pour le sanitaire et 100 000 pour le secteur social, médico-social. Et à partir du moment où on pourra dire qu'on a un plan pluriannuel sur 5 ans ou 6 ans, ou lorsqu'on pourra dire, voilà, on va embaucher 100 000 dans le sanitaire et 100 000 dans le médico-social et social, ça va donner des perspectives intéressantes, et les agents vont rester en disant, là, je trime encore un peu, mais ça va s'améliorer. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas de discours du gouvernement, pour nous dire, oui, on va faire un plan pluriannuel d'embauche massif pour la santé. Et moi, j'entendais certains qui disaient, oui, aujourd'hui, on ne fait pas tout son parcours dans la même entreprise ou dans le même hôpital, mais ça, c'est simplement pour une simple bonne raison. Ce n'est pas qu'on faut faire des mutations, c'est que quand on ne se plaît pas quelque part, on va ailleurs. Et si on se plaît dans une entreprise parce qu'il y a des conditions de travail très intéressantes, qu'on est écouté, qu'on peut parler de son travail, de retrouver du sens à son travail, effectivement, j'en suis persuadé, on retrouvera un hôpital public digne et de grande envergure. Ensuite, on a des enjeux devant nous. Je connais bien les EHPAD, mais je parle des EHPAD. Aujourd'hui, dans les EHPAD, on a des ASH, des agents de services hospitaliers, qu'on appelle ASH soins, ce qui est c'est un corps qui n'existe pas dans la fonction publique, qui font les toilettes, alors que c'est réservé aux aides-soignants. Donc demain, si on veut améliorer le sort des usagers et arrêter de faire des glissements de tâches et de faire à ceux qui n'ont pas normalement la qualification faire des toilettes, il va falloir former. Alors on peut utiliser des dispositifs, il y a les VAE, pourquoi pas qu'il y a quelque chose qui soit un dispositif que je ne connais pas encore, mais qui pourrait être facilité pour arriver au diplôme d'aide-soignant, parce que ce n'est pas acceptable de faire par quelqu'un quelque chose de moins bien payé, alors qu'il faut des diplômes et des qualifications pour faire ça. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de normes, on parle beaucoup de contrôle, sauf que la plupart des EHPAD ne sont pas dans les clous et il faut améliorer cette situation. C'est un exemple que je prends, mais il y en aurait évidemment tant d'autres. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une norme d'encadrement. Alors vous avez vu pour les EHPAD, c'était un plan solidarité grand âge, un agent, un résident. Aujourd'hui, on est à 0,65, 0,70. Donc vous imaginez, on n'est pas arrivé. La canicule, on se demande à quoi elle a servi, parce qu'il y a eu de l'argent et la journée de solidarité qui a été mise en place, et vous avez remarqué, il n'y a pas eu forcément, je suis un peu gentil quand je dis comme ça, beaucoup d'améliorations. Donc il va falloir avoir des normes, comme dans le sanitaire, comme dans le social, comme dans le médico-social. Et si la norme, c'est parce que vous le savez, si on a une infirmière pour 14 patients ou une infirmière pour 7 patients, c'est 20% de mortalité en moins. Je le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est le Lancet Journal, dans une étude. Donc si on veut arriver à un taux d'encadrement important, les gouvernements, qui prendront la suite ou celui-ci, sera obligé de mettre les moyens dans l'ONDAM ou de nous donner les moyens pour arriver à ce taux d'encadrement. Et si on arrive à ce taux d'encadrement, il n'y aura pas besoin de discuter à quelle hauteur les députés doivent fixer l'ONDAM. On a besoin de professionnels, on a besoin de matériel, on a besoin de locaux, et on améliore comme ça. Nous, c'est ça. Et les enjeux de formation aujourd'hui, alors on peut revoir évidemment les diplômes, c'est ce qui a déjà été fait, ça va être certainement bientôt fait pour les infirmiers. On a des nouveaux métiers, les infirmiers en pratique avancée, voilà tout ça. Mais infirmier de pratique avancée, c'est pour remplacer le médecin. Donc je fais synthétique, mais c'est ce que j'appelle moi le low cost médical. Puisqu'on on fait des infirmiers améliorés, j'ai rien contre les IPA, parce qu'on n'a pas assez de médecins, parce qu'on a eu le numéro exclusif, je ne reviendrai pas là-dedans, ça serait trop long. Mais du coup, on a des IPA, mais les IPA, on manque déjà d'infirmiers, donc c'est bien gentil. Qui fait le boulot de l'infirmier qui est devenu IPA et là, vous avez compris tout à l'heure, la sortie des écoles, on en perd 30%. C'est pas attractif, parce que déjà, c'est pas trop bien payé, même si le Ségur, je le redis, c'est un accord historique, puisqu'on l'a signé, et c'est 189 € plus les grilles indiciaires, comme vous disiez, mais pour les soignants, effectivement, c'est presque 300 € par soignant. Ce n'est pas le cas des administratifs techniques ouvriers, parce que c'est une équipe qui doit travailler ensemble, et c'est pour ça que nous, si on l'a signé, c'était vraiment l'accord, parce qu'il y avait un socle commun pour l'ensemble de la FPH, même si j'ai bien compris qu'il n'y avait pas des oubliés des syndicats, mais des exclus du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui les a exclus, puisque comme la CFDT et Force ouvrière, nous avions demandé à ce qu'ils soient partie intégrante, évidemment. C'est ceux qui n'ont pas été pris en compte pour le CTI.
Voilà, je pense que je m'arrêterai là sur ces perspectives, mais normes d'encadrement, un plan pluriannuel d'investissement massif en personnel, et ça fera de l'attractivité et de la fidélité, et on retrouvera, je pense, un hôpital public digne. Merci pour toutes ces pistes pour dessiner un avenir plus serein. Mais ce qu'on oublie peut-être parfois, c'est que c'est un secteur qui est lui-même pourvoyeur de solutions pour lui-même et parfois, souvent, pour le reste de la société à travers des projets pilotes, des innovations. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Monsieur Bourquin, sur l'innovation du secteur social et médico-social ? Oui, alors c'est vrai que c'est un secteur où, de par sa diversité, la multiplicité des acteurs, il y a des innovations. La difficulté étant souvent de faire connaître les innovations. Alors je voudrais en prendre deux. Une dans le champ du handicap, c'est toutes les démarches, on dit de plateforme pour faire sens, qui se développent et qui finalement, je pense à un exemple d'un opérateur public qui est en lien avec les autres établissements associatifs du handicap du département du Puy-de-Dôme, au fond, déploie une stratégie non pas seulement pour développer l'accompagnement, mais pour transformer le comportement, le regard des institutions, que ce soit la poste, que ce soit l'école, que ce soit les transports, vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Et finalement, c'est probablement l'objectif à la fois le plus ambitieux, mais le plus exaltant que peuvent avoir les acteurs du champ du handicap. Je cite cet exemple parce que je le trouve extrêmement innovant, puisque je crois que c'est un peu la nouvelle frontière de l'accompagnement. C'est au fond de se fondre dans la société pour permettre la pleine citoyenneté et le développement le plus grand possible de, effectivement, ce que j'appelais tout à l'heure le pouvoir d'agir. Et puis, quelque chose plus dans le champ des personnes âgées, eh bien, c'est tout simplement toutes les expériences qui se développent pour apporter au domicile des personnes les prestations qui, jusqu'à présent, étaient réservées aux EHPAD. Alors c'est, par exemple, utiliser une salle commune d'un établissement d'hébergement pour une consultation de gériatrie. C'est utiliser les moyens d'un établissement pour non seulement avoir une infirmière qui va s'occuper des résidents de l'EHPAD, mais aussi, grâce aux nouvelles technologies, sécuriser, maintenir le lien avec des personnes à domicile qui ont des pathologies, mais qui souhaitent rester à leur domicile. C'est une idée qui nous tient très fortement à cœur à la FHF. Il faut une grande loi de programmation. Alors après, loi autonomie, loi grand âge, les pouvoirs publics ont de l'imagination dans les mots, mais pour sortir du cercle vicieux dans lequel on est aujourd'hui en termes d'attractivité et aussi pour développer les innovations, il faut une loi de programmation qui trace les perspectives à 2027, à 2030 de développement des ressources en personnel. Ça veut dire aussi des moyens financiers, ça veut dire aussi de la formation, on l'a évoqué tout à l'heure. Il faut sortir du court-termisme pour pouvoir effectivement donner de l'espoir aux acteurs, développer aussi la formation initiale, hein, les centres de formation, et ainsi pouvoir répondre aux besoins qui vont croissant, aussi bien dans le champ du handicap et également, même encore plus fortement avec la démographie, dans le champ des personnes âgées. Il faut que ça débouche sur une programmation précise des ressources du secteur et évidemment lever les obstacles qu'on a évoqués depuis le début et notamment mettre fin à cette problématique des oubliés du Ségur qui est pas acceptable. Merci pour ces rappels et perspectives. Au sein de la FNAPSI, il y a de nombreuses innovations qui sont développées par les associations sur le terrain et ça ne date d'ailleurs pas d'hier. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu et nous donner quelques exemples si c'est possible ? Oui, alors, pour moi, innovation, il n'y a pas d'innovation qui n'est pas évolutive. Et je pense que c'est là que nous péchons.
Nous avons un problème. Je vois beaucoup de projets, notamment il existe au ministère depuis 3 ans un FIOP, Fonds d'innovation d'organisation en psychiatrie. Je fais partie du jury et ce que j'y vois, c'est vraiment des idées du XXe siècle. On est au XXIe siècle. Donc là, j'ai vraiment un problème vis-à-vis de ce travail-là. Je vois beaucoup de projets. Certains sont acceptés et je vois des millefeuilles. Ça se rajoute à les propositions qui existent déjà et il manque quelque chose de très important, c'est l'évaluation. On n'a pas cette culture et c'est quelque chose de très important de partir dès le début dans un projet avec une évaluation prévue à 1, 2 et 3 ans. Ça, pour moi, c'est indispensable. Il y a aussi quelque chose que je voudrais dire, c'est que j'ai participé, vu mon âge, à l'élaboration de la loi du 11 février 2005. Vraiment, elle a donné beaucoup de choses. Mais depuis 2005, ça fait plus de 15 ans, ça fait 17. On n'a pas évolué. On l'a pas. Il faut bouger. Toutes les lois qu'on fait, elles doivent évoluer, elles doivent bouger. On voit beaucoup naître des nouveaux métiers. On estime que les pères aidants, ça va remplacer les infirmiers et que les infirmiers en pratique avancée vont remplacer les psychiatres. Ce n'est pas vrai, bien sûr. C'est très bien ces évolutions. Il ne faut pas qu'on prenne l'habitude du remplacement des personnes qui existent déjà et qui ont leur métier. Écoutons le terrain des usagers qui demandent quelque chose et écoutons le terrain de ceux qui travaillent sur un endroit spécifique. On ne travaille pas de la même manière à Nice qu'à Dieppe. Il ne faut pas rêver. Écoutons les gens qui travaillent. Qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils demandent? Souvent pas grand-chose. Seulement on ne leur répond pas. Voilà. Monsieur Leduc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à l'innovation? Pour moi, l'innovation, c'est très important. Il y en a régulièrement, il y a des équipes qui ont beaucoup d'idées. Mais avant de parler d'innovation, moi j'aimerais qu'on préserve déjà l'essentiel. Et avant de parler d'innovation, il faut qu'on ait déjà assez d'infirmiers et d'aides-soignants dans les services ou dans le secteur du handicap, les éducateurs spécialisés, etc. Parce que moi, à chaque fois, on me parle d'innovation, mais quand on a des tâches à faire et qu'on n'arrive pas à les faire, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de réfléchir à comment améliorer son sort au jour le jour. Ce qui fait que pour moi, vous savez, l'innovation, par exemple, ça a été, il y a très très peu de temps, c'était le tout ambulatoire, quoi. Alors, je ne suis pas contre l'ambulatoire, mais en fait, pourquoi on va vers l'ambulatoire à tout prix? C'est que ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher que l'hospitalisation. Et qu'on ait de l'ambulatoire parce qu'on est jeune et fringant, qu'on se fait opérer en une journée et qu'on sort tout de suite, moi ça ne me gêne pas. Mais quand on est plus âgé, ou voire plus jeune, mais qu'il n'y a personne à la maison, que ce n'est pas adapté, qu'il faut appeler une infirmière libérale, qu'il faut trouver un ambulancier, alors là, l'innovation, ce serait qu'on ait un outillage par maison qui puisse appuyer sur un bouton et on a tous les professionnels de santé qui arrivent à votre chevet. Ça n'existe pas encore. Donc c'est pour ça qu'on dit, nous, l'innovation, ça nous fait peur à force ouvrière. Pas qu'on ait toujours c'était mieux avant, parce que ce n'est pas du tout notre style, mais c'est surtout qu'à chaque fois qu'on trouve une innovation, c'est pour que ça coûte moins cher. Les IPA, ça coûtera moins cher qu'un médecin, parce qu'un médecin, ça coûte cher. On nous trouve de l'informatique, des téléconsultations, comme ça on n'a plus de relation avec le patient. Parce que moi, je ne suis pas médecin, je suis un paramédical, mais je ne suis pas médecin. Mais si le médecin, quand il voit sa patiente, il sent les choses qui ne sont pas dites, qui ne se voient pas à travers un écran, c'est important. Alors pourtant, on nous dit que c'est de l'innovation. Alors si c'est pour prescrire un vaccin, on pourrait considérer qu'on pourrait faire une consultation, ça ne me gêne pas. Mais attention à ces termes d'innovation. Avant d'innovation, nous, ce qu'on veut, c'est des moyens dans les hôpitaux. Et là, on aura les moyens de faire des groupes de travail, de faire ce que vous avez dit, d'améliorer la qualité de vie au travail. Vous savez, il y a quelques années, on ne parlait pas de qualité de vie au travail. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait une bonne qualité de vie au travail, donc on n'en parlait pas. Voilà, on avait des bonnes conditions de travail, on était heureux, et ça se passait bien. Aujourd'hui, on ne parle que de ça, parce qu'on n'a pas les plannings, et ça, je ne reviendrai pas là-dessus. Voilà, donc le terme innovation, attention, c'est important, mais il faut assurer l'essentiel, et l'essentiel aujourd'hui, pour moi, dans la santé, n'est pas assuré.